Bonsoir mesdames et messieurs, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Inauguration d'un nouveau forage donc à Kalaf dans la région de Tadjoura. Et Chine et Rwanda, une longue histoire bilatérale, nous verrons cela donc dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, s'est rendu hier dans la région de Tadjoura afin de constater l'exécution des projets d'adaptation climatique dans la région. Dans son déplacement, le ministre était accompagné du ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, du préfet de la région de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Banoïta, et de ses principaux collaborateurs. En premier, donc, la délégation ministérielle s'est rendue à Kalaf pour procéder donc à l'inauguration d'un nouveau forage situé près du village. Ce forage a été réalisé dans le cadre donc du projet intitulé « Mise en œuvre des technologies d'adaptation dans les écosystèmes fragiles des plaines centrales de Djibouti ». Ce forage donc permettra d'améliorer l'accès à l'eau de la population de Kalaf et des localités environnantes. Jusqu'à présent, le village de Kalaf, un des premiers villages sédentarisés, était alimenté en eau par un puits réalisé par le ministère de l'Agriculture dans le cadre du projet Prodermo. On prépare donc à cette inauguration le haut cadre du ministère en charge de l'environnement, des chefs coutumiers de la localité de Kalaf. Donc pour Kalaf, nous avons un bon débit. Les besoins en eau de la communauté vont largement être fournis, mais en même temps, le ministère doit développer des projets agro. Donc une manière de valoriser ce forage. Donc nous avons prévu le développement d'un périmètre agro-pastoraux dans la localité de Kalaf. Et le préfet de la région de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Banoïta, a remercié à son tour le ministre en charge de l'environnement pour les efforts déployés par son département pour lutter contre les effets du changement climatique en fournissant de l'eau à la population du secteur de Kalaf. On l'écoute. Le Seigneur, et ensuite le président de la République qui a souhaité, dans la politique, et de faire en sorte que la population puisse avoir l'accès à l'eau. C'est une priorité qu'il a dégagée dans sa politique et aujourd'hui c'est une réponse, je vais dire, à l'accès à l'eau pour la population qui se trouve à Kalaf et aux alentours de Kalaf. Toutes ces populations qu'on a provisionnées par citerne de temps à autre, ou bien qui s'approvisionnaient grâce au puits traditionnel, qui, comme nous le savons avec le changement climatique, aujourd'hui les nappes phréatiques baissent et il fallait qu'ils creusent de plus en plus profond. Tous ces mâles qu'ils avaient aujourd'hui, ces forages vont assurer l'accès à l'eau à toute cette population et à leur cheptel. Et d'autre part, ça permettra aussi aux villages et aux gens du secteur de devenir peut-être dans le long terme une ville importante parmi la région de Tadjoura, puisque le développement grâce au port, grâce aux activités de la route, on sera amené à ce que les villages qui se trouvent à moins de 12 km de Tadjoura puissent éventuellement et également se développer. Et le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, est également intervenu au micro de notre confrère Youssouf Abdallah. Le ministre a remercié son collègue en charge de l'environnement pour l'avoir associé à cet événement. Ce forage va mentionner donc et va répondre au manque crucial d'eau que connaît cette localité. Le ministre donc Aramis, fin connaisseur de la problématique de l'eau dans les zones rurales, a félicité le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement et son équipe pour la réalisation de ce forage. La demande de la population de Kalaf de ce forage donc a été parmi les doléances lors des dernières campagnes électorales. Aujourd'hui, a dit le ministre, donc cette demande a été exaucée grâce à la persévérance du ministère de l'Habitat qui a réalisé ce forage qui possède un débit important de 45 mètres cubes susceptible d'alimenter le village de Kalaf mais aussi toutes les localités environnantes. La création des périmètres agricoles dans le secteur de Kalaf permettra aussi de soulager la population qui pourra continuer l'élevage qui est une activité subsistance donc ancestrale mais aussi se tourner
tourner vers l'agriculture. La disponibilité de l'eau en quantité et en qualité permettra à la population de Calaf, située à 12 km, donc d'aspirer à un meilleur développement, surtout au moment où des grandes opportunités se présentent pour la région de Tadjoura avec le nouveau port et la nouvelle route Tadjoura-Balhou. Et de son côté, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, a mentionné donc que le fourrage de Calaf est le fruit des actions conduites par son département à travers le projet de mise en œuvre des technologies d'adaptation dans les écosystèmes fragiles des plaines centrales de Djibouti. Nos actions, a-t-il dit, ne se limitent pas à la réalisation de ce fourrage, mais il est programmé aussi d'exécuter plusieurs autres activités autour du fourrage pour soulager la population des problèmes d'eau. La réalisation des fourrages donc est valorisée avec la création de périmètres agricole au profit de la population du secteur. En premier, nous allons opérationnaliser le fourrage de Calaf en le dotant de systèmes donc fonctionnant avec des panneaux solaires, et par la suite nous allons créer des périmètres agropastoraux au profit de plusieurs dizaines de familles et de nombreuses femmes. Nous allons ainsi donc installer un système à déduction et un réservoir pour le périmètre agricole. Face aux effets néfastes des changements, nous allons créer des opportunités pour les habitants de Calaf, essentiellement nomades, pour se tourner vers l'agriculture. Le ministre a mis en exergue donc le fait que la mise en œuvre des activités du projet va contribuer conformément à la politique conduite par le chef de l'État qui vise à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales et vulnérables en leur offrant des opportunités pour créer des activités génératrices de revenus. Dans l'actualité également, la 12e réunion annuelle conjointe entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le Conseil de sécurité des Nations unies, co-présidée par la Suède et le Togo avec la participation du secrétaire général des Nations unies, a eu lieu le 19 juillet dernier à New York. Au cours de cette importante réunion, il a été question de la situation au Soudan du Sud et en République démocratique du Congo, mais aussi la question liée au financement des opérations de maintien de la paix en Afrique ayant un mandat du Conseil de sécurité et opéré par l'Union africaine, telle que la mission de l'Union africaine en Somalie. La MISOM Djibouti, membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, a été représentée par Mohamed Idriss Farah, ambassadeur donc de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent donc de Djibouti auprès de l'Union africaine et de la Commission de l'économique donc pour l'Afrique, la CUA. Les bacheliers, mention très bien de la promotion 2018, ont directement été acheminés vers le Sunny Hill Center après la cérémonie de remise des diplômes au Djibouti Palace Kempinski, où un accueil chaleureux leur a été réservé par tout le staff du centre d'Arta, avec à sa tête le directeur qui a été aux petits soins. Il faut souligner que c'est le cadeau du ministre de l'Éducation nationale offert à ces candidats qui se sont distingués par leur travail et leurs résultats probants. Arrivés sur place, donc, les lauréats se sont donc réunis avec les responsables du MENFOP pour valider ensemble un programme riche en activités sportives et culturelles et variées concoctées spécialement pour optimiser leur séjour. Plusieurs activités donc étaient au programme de ce séjour, notamment le football, volleyball, tennis de table, mini-golf, natation, karaoké, projection de films, etc. Les élèves se sont également affrontés par équipe au football et au concours Jeunes Champions où des questionnaires scolaires et de culture générale leur ont été proposés. Les deux finales ont eu lieu donc vendredi, à l'issue desquelles les équipes gagnantes ont remporté des trophées. Et pour le plaisir des ces hôtes de marque, le restaurant du Sunny Hill Center a proposé des menus variés durant ces 2 jours, ainsi qu'un grand gâteau donc préparé par la pâtisserie du centre et dédié à leur réussite. Ce fut un moment d'échange, d'expérience et de partage entre ces lauréats issus de tous bords. Relax et puis venir manger. Et la bouffe était très bonne, mais alhamdoulilah, après lorsqu'on a terminé la bouffe, on a commencé à faire différentes activités. Pour les garçons, c'était surtout volley, football et tout ça. Nous, c'était la natation. On s'est beaucoup amusé là-bas parce que ça fait longtemps que j'ai pas nagé. Alhamdulillah. Karaoké, c'était très amusant. Alhamdulillah, tout le monde s'est ouvert. Et moi qui suis une personne fermée, j'ai pu m'ouvrir et connaître à peu près toutes les filles. Alhamdulillah, c'était un séjour qui m'a beaucoup amusé et marqué. J'ai pris beaucoup de photos et alhamdulillah.
Santé à présent, le ministère de la Santé a lancé ce samedi donc la campagne de vaccination contre la rougeole dans la commune de Balbala, plus précisément dans les quartiers de Hayablé et de PK12. Cette campagne de vaccination intervient comme une riposte face à la récente flambée de cas de rougeole enregistrés dans nos hôpitaux et dans le foyer de contamination se concentre principalement dans ces quartiers de Hayablé et de PK12. En effet, une dizaine d'équipes composées de vaccinateurs, d'enregistreurs et de mobilisatrices sociales ont investi donc les quartiers pour immuniser tous les enfants de 6 mois à 5 ans. Axée sur une stratégie proactive d'immunisation préventive, cette campagne de vaccination vise à atteindre l'ensemble des enfants vivant dans les zones prioritairement ciblées et à fort potentiel de contagion à travers la mise en place des postes fixes installés dans ces quartiers populaires. Le ministère de la Santé recommande à tous les parents d'emmener leurs enfants de 6 mois à 5 ans au niveau des postes fixes installés dans leur quartier afin de les faire vacciner et de les immuniser contre cette maladie évitable par la vaccination. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, le village de Randa a abrité une cérémonie de remise de prix pour les collégiens de ce village qui ont eu mention très bien au brevet d'enseignement fondamental 2018. Organisé par Réseau des associations du Randa en partenariat avec le CDC de Randa, l'événement a été un hommage pour l'ancien directeur de l'école de Randa en la personne de Ahmed Hamadou, aujourd'hui inspecteur de l'éducation nationale. Cette journée a été marquée par la présence du comité du réseau associatif et des autorités locales. La matinée a été consacrée à un vif débat sur l'éducation et l'encadrement des écoliers originaires de la région de Randa. À travers leurs interventions, les participants ont tous mis en relief la place importante de l'éducation, du rôle de Randa et de sa jeunesse dans le développement local et régional. En effet, les jeunes collégiens ont reçu des lots de livres et dictionnaires, outils nécessaires pour la réussite au lycée. Enfin, les intervenants ont montré leurs adhésions aux objectifs du RAR, le réseau des associations de Randa, et la journée s'est clôturée par des remises d'attestations au comité des parents d'élèves. Association incontournable et catalyseur des énergies, le RAR, réseau des associations de Randa, s'est imposé comme une épine dorsale du développement local et même régional. Et de là, nous passons à l'actualité continentale et internationale avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir Ahmed. Alors, direction le Togo, Samatar, les manifestations de rue sont interdites du 23 juillet au 1er août. Effectivement, Ahmed, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a, dans un communiqué lu sur la télévision nationale, interdit toutes les manifestations de rue du 23 juillet au 1er août au Togo, alors que la coalition de l'opposition sillonne les villes qui jusqu'à sont interdites des manifestations. À la surprise générale, Ahmed, pendant que les facilitateurs invitent le gouvernement togolais à étudier la possibilité d'étendre le droit de manifester à l'ensemble du territoire national, c'est un communiqué du général Dahiman Yarka qui a annoncé l'interdiction de toutes les manifestations du rue du 23 juillet au 1er août. L'interdiction de manifester provoque l'étonnement dans l'opinion, surtout que la coalition de l'opposition a programmé des réunions publiques sur toute l'étendue du territoire national jusqu'au 29 juillet prochain. Et nous restons en Afrique, Samatar, au Tchad, notamment une vingtaine de morts dans une attaque de Boko Haram. Eh bien oui, Ahmed, 18 personnes au total ont été tuées jeudi soir dans le village tchadien au sud d'Aboua par des hommes identifiés comme appartenant, Ahmed, à un groupe djihadiste Boko Haram qui ont également enlevé 10 femmes. 18 personnes qui ont été tuées jeudi soir du côté tchadien du lac Tchad par des hommes identifiés comme appartenant au groupe djihadiste. La dernière grande attaque de Boko Haram du côté tchadien du lac Tchad remonte en mai 2018 où 6 personnes principalement de forces de l'ordre avaient été tuées dans la localité de Gabalami, non loin de Kamisrom, sur une île du Tchad. Et c'était donc dans les titres de cette édition, Samatar, la Chine et le Rwanda, une longue histoire bilatérale. Effectivement, Ahmed. Après le Sénégal, c'est avec le Rwanda que le président chinois Xi Jinping poursuit sa tournée sur le continent africain. Aujourd'hui, une visite de 2 jours pour rencontrer Paul Kagame, le chef de l'État rwandais, qui est aussi le président en exercice de l'Union africaine. Il sera également grandement question d'investissement, d'infrastructures. Les deux pays ont 46 ans de relations bilatérales ininterrompues derrière eux. Quand la Chine est accusée de ne s'intéresser à l'Afrique que pour ses minerais, ses terres arables, le Rwanda est souvent présenté comme le contre-exemple. C'est pourtant un investissement dans le secteur agricole, Ahmed, que le Pékin a mis sur un pied
a mis sur pied plutôt dans le pays en 1971, mais aussi déjà dans la construction d'infrastructures. C'est un intérêt chinois pour le Rwanda et ne se n'est jamais démenti depuis lors. La République populaire de Chine n'a jamais rompu ce lien avec l'État rwandais, y compris pendant le génocide. Aujourd'hui, au Rwanda, les investissements et les constructions de la Chine sont visibles partout. Et nous allons parler justement de la Chine ce matin. La cité interdite a reçu plus de 100 millions de visiteurs depuis 2012. Effectivement, Ahmed, le musée du Palais, ou cité interdite, a reçu plus de 100 millions de visiteurs depuis janvier 2012, a indiqué le musée. Afin d'éviter un afflux excessif des visiteurs pendant la hausse de saison, le musée a plafonné à 80 000 le nombre de visiteurs par jour en juin 2015, contre plus de 100 000, voire 180 000 par le passé. Ce contrôle du nombre de visiteurs vise à protéger la sécurité du patrimoine culturel et celle des visiteurs. Le musée améliorera davantage sa gestion et lancera un plan pilote de vente de billets pendant certaines périodes de la journée en 2019, a indiqué Shan Xiqing, directeur du musée patrimoine et culturel. On peut dire que ce patrimoine de renommée mondiale abrite des œuvres d'art, des objets d'une valeur inestimable, et aussi le musée du Palais est un lieu incontournable pour les touristes et a enregistré un nombre de visiteurs record de 16,7 millions en 2017. Et nous allons rester en Asie. Enfin, donc, canicule meurtrière a été enregistrée au Japon. Eh bien, plus de 35 degrés, Ahmed, encore ce dimanche à Tokyo, la capitale du Japon, frappée comme d'autres villes de l'archipel par un canicule qui a fait 15 morts durant les 2 premières semaines de juillet, alors que plus de 12 000 personnes ont été hospitalisées. Il faisait jusqu'à là 38 degrés à Kyoto, 40 dans la région de Nagoya. Des messages de prévention sont diffusés à travers le pays, alors que ces épisodes de canicule doivent se poursuivre dans les jours à venir. La semaine dernière, Ahmed, rappelons-le, un garçon de 6 ans est mort dans un coup de chaleur lors d'une sortie scolaire. Merci Samatar, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Téléjoudi.